Ce fut peut-être la plus importante bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que l'avenir de l'Europe, voire du monde entier, était incertain, un tissu complexe de mensonges cachait le jour, le lieu et le genre du débarquement allié. Les mensonges du jour J et le prochain épisode de Secrets de guerre. « 6 juin 1944, l'aube se levait sur l'Europe occidentale. Un barrage naval pilonnait férocement les côtes françaises et des milliers de soldats britanniques, américains, canadiens, français et polonais se ruaient sur les plages de Normandie. « 20 000 parachutistes avaient déjà atterri pour tenter de s'emparer des points stratégiques. À la fin de la journée, près de 150 000 hommes avaient accosté. Ce fut le plus grand assaut amphibie de l'histoire. La libération de l'Europe était lancée, mais la bataille de Normandie avait, elle, commencé plus d'un mois auparavant. Ce fut une campagne d'astuces, de secrets et de supercheries. Pour que le jour J soit un succès, l'effet de surprise était primordial, voire essentiel. Le projet d'invasion de la France par les Alliés fut un des secrets les plus importants et les mieux gardés de toute la guerre. C'est pendant l'été 1943 que le lieutenant-général Frédéric Morgan, chef d'état-major suprême des Alliés, présenta son projet initial de l'opération Overlord, dans lequel il soulignait les objectifs, les besoins et les conditions de l'invasion de la France. Il nécessitait d'énormes quantités d'hommes et de matériel en provenance des États-Unis et une suprématie aérienne totale. Morgan précisait en outre que ce projet requérait un degré de performance encore plus élevé que toute autre opération. Mais il stipulait aussi que l'invasion n'avait qu'une chance raisonnable de réussir. La tâche qui attendait les forces de libération était écrasante. La machine de guerre allemande, la Wehrmacht, était la force de combat la plus puissante au monde. Elle était constituée de plus de 300 divisions, soit presque 4 millions d'hommes. En hiver 1943, 46 de ces divisions étaient en Belgique et en France. Le jour J, il n'y en avait plus de 60. La tactique militaire conventionnelle exigeait que le nombre des assaillants surpasse celui des défenseurs à raison d'au moins 2 contre 1. Mais le jour J, il n'y eut qu'environ 10 divisions à pouvoir débarquer. Les Alliés devaient également affronter le mur de l'Atlantique, un complexe de béton, de barbelés et de canons puissants qui allait de la Scandinavie à l'Espagne.
Commencé en 1940, peu après l'occupation de la France, le mur de l'Atlantique n'était toujours pas terminé en hiver 1943. Pourtant, Hitler pensait qu'une fois achevé, il serait invincible. Hitler était l'homme de la grande formule, du grand projet de la forteresse Europe avec un mur de l'Atlantique qui repousserait les Anglo-Américains dans leurs tentatives. C'était une partie importante du grand dessein d'Hitler pour l'Europe. Il croyait certainement que cette énorme barrière de béton était immensément efficace. Aujourd'hui, plus de 50 ans après sa conception de principale ligne de défense de la forteresse Europe, le mur de l'Atlantique est toujours aussi imposant et sinistre. Les restes de bunkers en béton et métal et les grands canons sont les témoins muets de ce qui se passa il y a un demi-siècle. En novembre 1943, Hitler émit sa Directive 51, dans laquelle il prévoyait l'invasion alliée au printemps 1944. Il promit de ne plus affaiblir sa défense occidentale au profit des autres fronts. À cet effet, il ordonna le renforcement du mur de l'Atlantique. En décembre, celui en qui il avait le plus confiance, le très charismatique feldmaréchal Erwin Rommel, vint en France inspecter le mur de l'Atlantique. Il avait gagné sa réputation de fin tacticien dans les déserts d'Afrique du Nord. Mais depuis qu'il en était parti, il avait été relégué à un obscur poste dans le nord de l'Italie. En janvier 1944, il fut nommé commandant du groupe B, responsable du mur de l'Atlantique. Rommel était à l'apogée de ses capacités tactiques de commandement. Il était respecté par ses troupes. Sa présence dopait dans un certain sens le moral en raison de ses succès dans ses campagnes précédentes en Afrique du Nord. C'était un homme à l'esprit arrangeant, un fin tacticien, et quand il sentait que quelque chose s'apprêtait à mal tourner, il se rendait sur place pour régler le problème. Rommel était un des deux chefs d'armée sous les ordres de Rundstedt en France. Il fut nommé à ce poste, premièrement parce qu'il était un des meilleurs généraux d'Hitler, deuxièmement parce que celui-ci pensait, avec juste raison, que les Anglais avaient peur de lui. Le premier ordre de mission de Rommel fut d'améliorer les défenses du mur. En quelques semaines, il augmenta le rythme d'installation des mines de 40 000 à 1 million par mois. En mai, soldats et travailleurs obligatoires avaient posé plus de 500 000 obstacles le long de la côte française. Si Hitler disposait de suffisamment de troupes aux endroits où les Alliés étaient supposés attaquer, le mur de l'Atlantique pourrait, comme il l'espérait, être une barrière imprenable. Mais le gros de ses forces humaines était éparpillé à travers l'Europe. Plus de la moitié, soit plus de 150 divisions, étaient engagées sur le front russe. En 1942, Staline exerçait une forte pression sur les Alliés en leur demandant ce qu'il appelait un deuxième front. Jusque-là, les États-Unis et l'Angleterre l'avaient tenu à distance. Il était convaincu qu'une sorte de complot avait été monté contre lui, car il pensait qu'il y aurait sûrement une invasion en 1943. À la vérité, je pense que leur réticence n'était pas due à leur manque de volonté. Mais il était certain que les Britanniques et les Américains sentaient qu'ils n'auraient droit qu'à une seule chance et qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Ne pas avoir droit à l'erreur impliquait plus que d'aller disperser des troupes allemandes en Russie. Les plans d'Overlord stipulaient que le succès reposait sur des opérations de diversion non spécifiées. La dissimulation et la tromperie du projet Overlord pour la Normandie dataient de la Première Guerre mondiale. Au petit jour, 60 000 Anglais avaient été massacrés dès le premier assaut, dans les plaines de Flandre et de Somme.
Churchill était résolu à ne plus jamais conduire une guerre de cette façon et avait décidé de choisir une politique de faux-semblants, laissant l'ennemi déconcerté et battu. Il avait créé un comité secret appelé Section de contrôle de Londres en vue de telles opérations. Ce comité n'avait pas le pouvoir d'exécuter ses plans, il était seulement chargé d'inventer les supercheries qui serviraient de couverture aux opérations militaires. La section de contrôle de Londres n'était qu'un petit bureau, composé de 13 hommes et d'une femme, chargé de lire dans les pensées d'Hitler et de voir comment tirer profit de ses forces et de ses faiblesses. Le comité était présidé par le colonel John Henry Bevan. Courtier de change en temps de paix, il avait servi comme officier de cavalerie pendant la Première Guerre mondiale et avait reçu la Croix de guerre. Il s'accordait avec Churchill pour dire qu'il était impossible de conduire la Deuxième Guerre mondiale de la même manière, car les populations civiles n'auraient pas accepté des pertes aussi importantes. L'armée ne le voulait pas non plus. Le petit comité se réunissait sous les rues de Westminster dans les pièces de guerre secrètes de Churchill. En juillet, il fut chargé d'imaginer et d'élaborer la couverture d'Overlord et de Neptune, l'opération d'assaut amphibie. Pour attaquer la France en traversant la Manche, il y avait de nombreux objectifs potentiels, mais il fallait en premier lieu penser à attirer l'attention de l'ennemi dans la mauvaise direction. La section de contrôle de Londres avait donc beaucoup de travail pour parvenir à ce qu'il regarde ailleurs. La section de contrôle de Londres avait élaboré 2 plans. Le premier consistait à tromper les Allemands sur l'endroit où les armées alliées débarqueraient, prévoyant des feintes et des opérations de diversion pour pousser Hitler à éparpiller ses forces à travers l'Europe, depuis la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée. Le second était destiné à cacher l'heure, la date et l'endroit de l'invasion alliée en France. Le plan global, dont le nom de code était Yael, fut présenté au chef d'état-major des Alliés en octobre 1943. Approuvé en décembre, il fut renommé Bodyguard, garde du corps, un nom qui aurait pu être inspiré par une citation attribuée tant à Churchill qu'à Staline « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être assistée d'un garde du corps des mensonges ». Quand le général Dwight David Eisenhower arriva en Angleterre en janvier 1944, les plans de l'opération Overlord étaient lancés depuis plus de 6 mois. Mais en tant que commandant suprême des forces expéditionnaires alliées tout nouvellement nommées, son travail consistait à les affiner et à les exécuter. Il avait la réputation d'être un soldat compétent et un commandant posé, quelquefois même hésitant. Le général George Patton apporta, lui, en Angleterre, une réputation toute différente. Héros d'Afrique du Nord et de Sicile, il était reconnu comme un chef accompli et un fin tacticien. Soldat dur à cuire, ces hommes l'avaient surnommé « sang et tripes ». Un incident au cours duquel il avait giflé un soldat hospitalisé avait failli l'envoyer devant la cour martiale. Mais tout le monde, y compris le haut commandement allemand, croyait que s'il y avait invasion de la forteresse Europe, Patton y participerait. Il reçut le commandement de la première armée des États-Unis, basée à Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. Elle était constituée de la première armée canadienne et de la troisième armée américaine. 50 divisions supplémentaires devaient la rejoindre une fois qu'une tête de plage aurait été établie. C'était une force de combat formidable, mais c'était un leurre. La première armée des États-Unis n'existait pas. C'était une pure invention de la part de la section de contrôle de Londres. Patton fut au centre d'une des tromperies les plus élaborées de la guerre. Ils avaient conçu la supercherie. Ils avaient créé une fausse armée en se donnant beaucoup de mal. Il fallait qu'ils aient un général à sa tête. Ils ont cherché. Ils ont pensé à Patton, le général Patton en personne.
Il fallait faire savoir aux Allemands qu'ils participeraient à l'invasion. C'était un général qu'ils craignaient. Le but de Fortitude Sud était de convaincre les Allemands que la cible de la future invasion était le Pas-de-Calais, à quelques 285 km au nord-est du vrai site. Ce faisant, on espérait qu'Hitler y enverrait des divisions de panzer jusqu'à ce qu'une tête de plage soit établie en Normandie. Cette tactique influa sur les idées préconçues des Allemands sur l'endroit probable de l'invasion. Les Allemands étaient persuadés que la région du Pas-de-Calais serait le site de la future invasion. Et je pense que ceci reflétait la philosophie terre-à-terre de leurs forces armées. Elles n'avaient aucune expérience de la guerre amphibie. Aussi pensaient-elles que la plus courte traversée serait la plus rapide, donc celle que les Alliés emprunteraient. C'était en fait la même région que les Allemands avaient prévu d'utiliser pour leur opération Lion de mer, leur plan non réalisé d'invasion de l'Angleterre. Cette région était seulement à 35 km de la côte britannique. Les troupes et le matériel pourraient ainsi traverser la Manche pour envahir rapidement les plages et permettre aux forces aériennes alliées de survoler les cibles et de retourner à leur base britannique. Mais il y avait d'autres raisons qui faisaient qu'Hitler pensait au Pas-de-Calais comme cible essentielle des plans d'invasion alliés. Les sites de lancement des missiles V1 et V2, qui sèmeraient bientôt la terreur sur Londres, étaient dans cette région. En outre, elle était en ligne directe avec la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne. Malgré ces considérations stratégiques, les plans initiaux d'Overlord avaient écarté le Pas-de-Calais à cause de ses plages trop peu profondes pour permettre un débarquement à grande échelle. Mais les concepteurs de Fortitude Sud espéraient qu'Hitler resterait convaincu de la viabilité et de la vulnérabilité de la région. Fortitude Sud fut divisée en 6 plans séparés, dont chacun concernait une facette différente de la création de l'armée fantôme. Patton et la fausse première armée des États-Unis étaient les éléments clés de la supercherie, qui comprenait également l'utilisation de chars gonflables, de tentes artificielles et autres leurres destinés à créer une impression de troupes nombreuses. Le trafic radio, facilement intercepté, simulait des communications avec l'armée fictive. Un assaut nécessitant un nombre impressionnant de navires pour transporter les troupes et l'équipement à travers la Manche et les Alliés n'en disposant pas pour la supercherie, des fausses barges de débarquement furent amarrées le long de la côte. La région du Pas-de-Calais fut bombardée, comme le sont généralement les sites avant une invasion. L'intensité de l'activité augmenta dans et autour de Douvres pour simuler une grande quantité d'hommes. Un éclairage, tel celui censé accompagner un tel développement, fut recréé en cas de reconnaissance aérienne. Et plus important, leurs agents au sol, qui ne se rendaient pas compte qu'ils étaient sous le contrôle des Alliés, leur disaient « On vient de voir 25 chars passer sur un train à Canterbury. On vient d'aller dans un pub et des troupes, portant l'insigne de la première armée des États-Unis, se promènent dans Douvres, ce qui permettait aux analystes en Allemagne de reconstruire le puzzle et de faire leurs propres déductions. » Dans l'ensemble, ils étaient l'image parfaite d'un groupe armé se préparant pour un assaut majeur. À l'approche du jour J, les vraies troupes de la première armée des États-Unis rejoignirent les forces se préparant au débarquement de Normandie et furent remplacées par des divisions imaginaires. Nombre de ces divisions avaient été créées pour les opérations de supercherie en Afrique du Nord et étaient prises en compte dans les estimations allemandes des forces alliées. En faisant savoir que ces unités avaient été transférées en Angleterre, les Alliés augmentaient l'évaluation par les Allemands des forces de la première armée des États-Unis. Les 50 divisions qui devaient rejoindre le groupe après l'invasion n'avaient non plus jamais existé. Il est peut-être facile d'écrire aujourd'hui sur ces méthodes de stratégie trompeuse en disant « Bon, les Allemands n'avaient pas de reconnaissance aérienne au sud-est de l'Angleterre en 1944. Alors qui allait voir tout ça ?»
Mais à l'époque, les Américains et les Anglais n'étaient pas du tout sûrs qu'aucun agent allemand n'opérait au sud de l'Angleterre. Il y avait aussi les diplomates neutres, à Londres, et tous n'étaient pas particulièrement favorables à la cause alliée. Aussi était-il très important de se couvrir de tous les côtés. Les concepteurs de l'ensemble du débarquement étaient chargés du transport, en sécurité, de ces milliers de soldats américains, anglais, canadiens, polonais et français, et ils devaient tout prendre en considération. Le 6 juin, il y avait environ 250 000 hommes et certaines des meilleures divisions allemandes basées dans le Pas-de-Calais, des divisions qui auraient pu être disposées sur le mur de l'Atlantique en Normandie. Au printemps 1944, moins de 2 mois avant le débarquement des Alliés en Normandie, un seul avion de la Luftwaffe avait bombardé la station de radio de la 4e armée à Édimbourg, en Écosse. Il n'y eut aucun blessé et la station reprit aussitôt ses émissions. Ce fut le seul combat dont fut témoin la 4e armée, et pour cause, à l'exception de quelques stations de radio, elle n'existait pas. C'était un autre fantôme sorti de l'imagination de la section de contrôle de Londres. Fortitude Nord fut une opération destinée à profiter de l'obsession d'Hitler pour la Scandinavie. Quand Hitler envahit la Norvège, un grand mouvement de résistance naquit, et c'est de là que vint l'idée d'envahir l'Europe. Faire des projets en termes de logistique et de saison ne rimait à rien. Les concepteurs de ce faux projet s'en rendirent compte et dirent « Bon, élaborons une supercherie qui ressemble à la possibilité d'une invasion par la Norvège. » En créant une fausse armée en Écosse, la section de Londres espérait convaincre Hitler qu'une invasion était prévue par la Norvège et, ce faisant, l'empêcher de retirer ses forces de Scandinavie pour renforcer la côte française. Fin 1943, plus de 300 000 soldats allemands étaient basés en Norvège, y compris une division de Panzer. Hitler avait de bonnes raisons de protéger ses positions norvégiennes. La presque totalité de son minerai de fer et d'acier venait des mines de Norvège. S'il les avait perdus, son industrie n'aurait plus eu de matières premières et la guerre aurait été terminée. Dans une certaine mesure, il avait raison. Nous avons joué son jeu, là-bas, du premier au dernier jour de la guerre. Le commandant de l'armée britannique imaginaire était le lieutenant-général Andrew Thorne. À l'instar du général Patton pour Fortitude Sud, Thorne avait été choisi par la section de Londres pour attirer l'attention de Hitler qu'il avait rencontré au cours d'une réception officielle lorsqu'il était attaché militaire à Berlin en 1934. Hitler avait alors reconnu ces médailles comme celles attribuées à un vétéran de la bataille d'Ypres, à laquelle il avait lui-même participé pendant la Première Guerre mondiale. Tous deux étaient à 450 mètres l'un de l'autre quand ils avaient reçu leur baptême du feu. Hitler considérait Thorne comme un vieux soldat du front, et c'était pour lui le compliment le plus élogieux. Le fait que Thorne ait été promu général avait tout d'abord échappé à Hitler. Petit à petit, on insinua aux Allemands qu'il était aussi commandant en chef de l'armée en Écosse et qu'il préparait l'invasion de la Norvège. Les divisions qui composaient l'armée de Thorne n'étaient pas totalement imaginaires. Début 1944, l'activité était intense au nord de l'Angleterre. Sur les 8 divisions qui constituaient initialement l'armée fictive, seule la 55e division US était totalement fausse. Les autres, bien que basées et s'entraînant dans la région, ne furent jamais rattachées à la 4e armée britannique. D'autres divisions fictives furent ajoutées jusqu'à ce que la force imaginaire dépasse 250 000 hommes. En raison de la puissance croissante des forces aériennes alliées et du temps imprévisible en Écosse, il y eut très peu, s'il y en eut, de reconnaissances aériennes allemandes au-dessus du nord de la Grande-Bretagne au printemps 1944. Aussi, contrairement à Fortitude Sud, la tromperie visuelle était-elle réduite.
et il fallut avoir d'autres recours pour donner l'idée d'une fausse armée. Pour donner plus de véracité à ces divisions fantômes, ils avaient des équipes radio qui faisaient autant de bruit qu'une armée, envoyant des messages tous azimuts, comme si des brigades de chars se déplaçaient. Des stations radio furent installées un peu partout en Écosse, à Dundee, Stirling et au quartier général de l'armée dans le château d'Édimbourg. La deuxième semaine d'avril 1944, une poignée d'officiers et d'opérateurs simula le trafic radio d'une armée entière. Tout le monde ne fut pas convaincu du succès de l'opération. Nombre de ces efforts, en particulier le trafic radio, fut du gaspillage, car aucune unité des services secrets allemands n'écoutait les Alliés en Grande-Bretagne. Elles étaient toutes occupées à aider leurs troupes à lutter contre les Russes sur le front nord. Aussi, rien de tout ceci ne fut entendu des Allemands. Mais la radio ne fut pas le seul moyen utilisé pour convaincre les Allemands de l'existence d'une armée ou de ses intentions. Des agents doubles, travaillant pour les Britanniques, envoyaient des messages à leurs contrôleurs allemands corroborant la présence de l'armée, mentionnant les mouvements de troupes et décrivant les insignes de divisions inexistantes. Les agents doubles signalaient également que les Soviétiques avaient installé un bureau en Écosse pour coordonner une invasion commune. Les Russes, travaillant avec les Alliés, laissèrent filtrer une fausse information sur une invasion arctique non spécifiée prévue pour juin. Des informations sur des événements sportifs et sociaux impliquant les hommes de la 4e armée parurent dans la presse civile. Fin mai, début juin, les Alliés firent des reconnaissances aériennes au-dessus de la Scandinavie et des sous-marins russes furent repérés patrouillant le long de la côte norvégienne. Des commandos britanniques exécutèrent une série de petits raids contre des installations allemandes en Norvège. Des navires furent coulés, des raffineries de pétrole détruites, des usines électriques et industrielles et des mines furent touchées, action qui précède généralement une invasion. La Suède était aussi une cible et participa involontairement à Fortitude Nord. Bien que neutre, elle commerçait activement avec les nazis vendant des machines et de l'acier au Reich. Un plan secondaire de Fortitude Nord, Grafam, consistait en une opération diplomatique destinée à convaincre les Allemands que la Suède était en négociation avec les Alliés. Cette opération commença quand les Anglais demandèrent assez peu discrètement des données météorologiques et l'autorisation d'installer un équipement de navigation en Suède. Des requêtes plus urgentes suivirent, l'autorisation d'effectuer des missions de reconnaissance dans l'espace aérien suédois et le droit de ravitailler et de réparer les avions en Suède. La rumeur se répandit que des ingénieurs alliés inspectaient les voies ferrées et les routes suédoises. En juin 1944, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie demandèrent conjointement à la Suède de refuser le passage aux troupes allemandes en cas d'invasion alliée de la Norvège. Ces tricheries diplomatiques furent la pièce finale du puzzle qui tendait à prouver que la Norvège était la cible des projets alliés d'invasion. En conséquence, Hitler conserva 300 000 hommes en garnison en Norvège jusqu'à la fin de la guerre. Fortitude Nord et Sud ne furent pas les seules supercheries élaborées pour couvrir l'invasion en Normandie. Les mois précédant le jour J, des douzaines de projets moindres furent menés à bien à travers l'Europe et l'Afrique avec le même objectif, garder les troupes allemandes dispersées et cacher la date, l'heure et l'endroit du débarquement. Quelques opérations longtemps gardées secrètes demeurent obscures. L'opération Zeppelin débuta en janvier pour protéger l'assaut d'Anzio. Elle continua jusqu'en juillet pour obliger les troupes allemandes à rester dans les Balkans riches en pétrole. Une fois de plus, les maîtres de l'illusion alliés utilisèrent des forces imaginaires pour menacer une autre source de matières premières des Allemands. Il y avait tant de troupes en Afrique du Nord que rumeurs et désinformations donnèrent l'impression qu'une armée était prête à attaquer Tobrouk. En fait,
Seule la 12e armée britannique, la principale force alliée, était réelle. Le bruit fut répandu à la conférence de Téhéran que Staline avait demandé aux Alliés d'effectuer leur première offensive de 1944 sur les Balkans pour contrer les efforts des Allemands au sud de la Russie. Des agents doubles informèrent les Allemands que les Alliés avaient prévu d'attaquer la Grèce, la Crète et la côte dalmate à la fin du mois de mars et en avril. Puis ils signalèrent que ces attaques avaient été retardées pour diverses raisons jusqu'en mai, puis finalement en juin, pour bloquer les forces allemandes dans la région jusqu'après le débarquement de Normandie. Une autre tromperie en Méditerranée, dont le nom de code était Vendetta, finit une attaque sur Marseille, dans le sud de la France. La 7e armée US, basée à Alger, était la composante principale de cette opération qui, une fois de plus, impliquait des divisions imaginaires et l'apparition opportune de 2 porte-avions dans la région. Les navires passaient tout simplement par là, en route vers une autre destination, mais leur présence renforça l'illusion d'un assaut imminent. Les soldats alliés reçurent un petit livre, le guide du sud de la France, dont certains furent abandonnés à l'intention des espions allemands. Les Alliés contactèrent également le gouvernement espagnol pour l'installation d'équipements médicaux, sachant que les Allemands en déduiraient qu'une attaque par le sud se préparait. Une des composantes de l'opération Vendetta devint célèbre pour sa simplicité et son audace. L'opération Copperhead, vipère cuivrée, commença lorsqu'un officier britannique impliqué dans la supercherie vit la photographie d'un soldat qui ressemblait de manière frappante au maréchal Montgomery. Le lieutenant Clifton James, acteur de son état, n'eut aucun mal à se faire passer pour le célèbre général. Le faux Montgomery atterrit à Gibraltar et le bruit se répandit. Il semblait ainsi qu'il commençait à préparer l'invasion de l'Europe par la Méditerranée. Les Allemands durent donc garder des troupes aussi en Méditerranée. Le réseau florissant de renseignements qui avait collecté et continuait à rassembler un nombre impressionnant de données concernant les positions et les forces des troupes allemandes travaillait également pour les Alliés. Au cœur de ce service secret se trouvaient les briseurs de code de Bletchley Park. Au début de la guerre, ils avaient réussi à déchiffrer Enigma, le code utilisé par les forces armées allemandes pour les communications tactiques. Mais la machine Lorenz, utilisée par le haut commandement allemand, était encore plus importante. Ils avaient commencé à la pénétrer en 1942, mais n'eurent pas beaucoup de succès. Ils réussirent seulement juste à temps pour le jour J. C'est grâce à l'arrivée de l'ordinateur Colossus, conçu à Dolls Hill, en Angleterre, qu'ils purent pénétrer la machine à coder Lorenz. Colossus fut installé en décembre 1943. Opérationnel en janvier 1944, il permit rapidement de réduire le temps de décodage des messages de semaines à des heures. Les messages importants furent déchiffrés juste à temps pour le jour J. Les messages décodés par Colossus, grands comme une pièce, étaient des communications top secret au plus haut niveau du Reich, souvent entre Hitler lui-même et ses généraux. Ces interceptions fournirent aux Alliés des informations de première importance concernant les projets et les mouvements de l'Axe. Elles fournirent également la preuve que le plan Bodyguard fonctionnait. Les Allemands avaient été trompés sur les intentions alliées. Mais les renseignements rassemblés par les déchiffreurs de Bletchley Park ne doivent pas être sous-estimés. Il est stupéfiant de constater que grâce aux renseignements qui provenaient d'Enigma et de Lorenz, nous connaissions au jour J la position précise de 58 des 60 divisions allemandes. Pénétration remarquable du système de renseignement allemand. Il n'y a jamais eu aucune opération dans l'histoire du monde où l'agresseur avait autant de renseignements sur l'agressé. C'était une véritable encyclopédie de renseignements.
Toutes les pièces étaient en place, mais renseignements, disponibilité du matériel et des troupes n'étaient pas les seuls éléments pris en considération dans le choix de la date de l'invasion. Les concepteurs devaient aussi tenir compte de la phase lunaire. Ils avaient besoin que la Lune soit pleine, ou presque, pour offrir suffisamment de luminosité aux manœuvres prévues avant l'aube. Le deuxième facteur qui contribua au choix de l'heure et de la date fut la marée. Les barges de débarquement à fond plat, qui devaient transporter les troupes alliées, ne pouvaient accoster qu'à marée basse. L'élément final dans la décision ne pouvait être contrôlé ou planifié, le temps déterminerait si la libération de l'Europe était possible. La date était fixée, le jour J serait le 5 juin 1944. Le 29 mai, une tempête se dirigeant vers l'Europe fut repérée en Atlantique. Le 1er juin, la situation avait évolué et le capitaine John Stagg, chef météorologue de la force expéditionnaire, avisa le commandement suprême allié que les prévisions pour le 4 et le 5, et peut-être même le 6, n'étaient pas bonnes. Le 3, les prévisions météo ne s'étaient pas améliorées. Eisenhower réfléchit à une alternative. La décision d'agir ou non dépendait de lui seul. À 4h15 du matin, le dimanche 4 juin, 5000 navires et des centaines de milliers d'hommes étaient prêts pour le premier stade de l'opération Neptune. Eisenhower donna l'ordre de repousser le jour J de 24 heures. Le travail d'une année de projet et de préparation était en péril. Si l'assaut n'était pas lancé bientôt, il devrait être retardé d'au moins 2 semaines. Le fragile château de cartes qui cachait l'opération la plus essentielle de la guerre allait-il s'écrouler? Le débarquement de tant d'hommes et de matériel passerait-il inaperçu des Allemands? Les bateaux plus lents, envoyés en avant-garde, ne seraient-ils pas repérés? Toute la journée, généraux et météorologues observèrent et attendirent avec appréhension. Une prévision erronée pouvait conduire à la catastrophe. La conviction dans l'armée allemande en France était que nous ne pourrions jamais débarquer par un tel temps. Quand la Manche commence à bouger, elle est vraiment agitée. Les barges à fond plat ne pourraient accoster, les grands navires ne pourraient maintenir leur position en mer et les forces aériennes seraient clouées au sol. Tout se combinait pour faire que ce soir-là, Hitler prit un somnifère avant d'aller se coucher tôt. À 9h30, le 4 juin, Stagg, le météorologue, rencontra secrètement Eisenhower et les autres commandants des forces alliées à Suffolk House, près de Portsmouth. Eisenhower dit « Je ne sais pas si nous pouvons y aller avec ce temps ». C'est alors que le capitaine Stagg repéra une brèche dans les nuages, au milieu de l'Atlantique. Il put, à ce moment-là, recommander de commencer le lendemain matin à 7 heures. Ce fut un des communiqués les plus essentiels de la guerre. À 10h45, Eisenhower leva l'option et dit calmement « Allons-y ». Le soir du 5 juin 1944, les 5000 navires de la flotte d'invasion alliée commencèrent leur traversée de la Manche jusqu'aux plages de Normandie. Le débarquement avait atteint un de ses buts, la surprise tactique. Confiant dans l'idée que les Alliés n'attaqueraient pas par un tel temps, de nombreux officiers allemands affectés à la défense côtière étaient partis laissant quelques divisions pratiquement sans commandement à un des instants les plus critiques de la guerre. Rommel lui-même était parti souhaiter l'anniversaire de sa femme, s'arrêtant à Paris pour lui acheter une paire de chaussures.
Je pense que c'est une des grandes ironies de la guerre, un des plus grands coups de chance des Alliés que Rommel, le chef le plus charismatique de l'armée allemande, ait choisi ce moment-là pour rentrer chez lui. Mais Rommel avait renforcé le mur de l'Atlantique. Même si la défense allemande était mal préparée tactiquement, elle était bien armée. Accoster au rivage sur des barges de débarquement était un problème, car l'ennemi avait disposé toutes sortes d'obstacles le long de la côte, pour la plupart en acier, avec des mines attachées dessus. Et bien sûr, les plages étaient balayées de tirs de bout à l'autre, l'artillerie côtière tirait d'un peu plus loin à l'intérieur. Au fond de la plage, il y avait un mur que vous deviez franchir coûte que coûte. Le 6 juin, tôt le matin, la bataille était confuse. Les pertes étaient déjà lourdes, plus particulièrement sur la plage d'Omaha. Eisenhower était si préoccupé par un éventuel échec qu'il avait préparé un communiqué qu'il s'apprêtait à lire, disant que le débarquement avait échoué. C'est dire si, dans son cœur et dans son âme, il envisageait cette possibilité. Loin du front, la guerre psychologique continuait. Au cours d'une opération nommée Titanic, des centaines de faux parachutistes furent largués alors que les soldats au sol diffusaient des enregistrements de bruits de bataille. Le 6 juin à 3 h du matin, le régiment de réserve de la 352e division fut appelé et passa toute la matinée à battre les bois pour trouver un débarquement aéroporté qui n'existait pas, au lieu d'être disponible pour refouler les hommes qui avaient, eux, débarqué. Les opérations Glimmer et Taxable simulèrent des assauts sur les côtes de France. Une demi-douzaine de bombardiers en formation ovale larguèrent des bandes de métal à 2 mètres d'intervalle. Combinés à un barrage de ballons attachés à des remorqueurs et à un système d'amplification radar appelé clair de lune, cette technique produisit un effet surprenant. Pour un radar allemand, ce canular donnait l'illusion d'une flotte d'invasion. D'autres événements insignifiants passèrent inaperçus. Toutes les missions ne furent cependant pas militaires. Sans une merveille d'ingénierie, l'invasion elle-même n'aurait pu être possible. Une des raisons pour lesquelles les Allemands ignorèrent la Normandie comme site d'invasion était le manque de ports actifs. Sans eux, il n'y avait en effet aucun moyen d'assurer une campagne de ravitaillement. Le Premier ministre, Winston Churchill, avait suggéré la possibilité de construire un port. C'est ainsi que le projet ultra-secret Mulberry, mur, était né. Cela consistait en un stock de bateaux coulés en mer, à 2 ou 3 kilomètres de la côte, mais parallèlement au rivage, proue contre poupe. Ils furent renforcés d'énormes blocs de béton armés, de la taille d'un immeuble, immergés pour créer des brise-lames. Dans les eaux abritées, un système de jetées flottantes était relié à la côte par des quais sur lesquels les navires pouvaient charger et décharger 24 heures sur 24, quelle que soit la marée. Le programme Trahison, programme britannique destiné à fournir des faux renseignements aux Allemands par l'intermédiaire de leurs agents retournés, transmit plus de 250 messages concernant l'invasion. Les transmissions étaient supposées s'arrêter avec le débarquement, mais le comité chargé du programme décida qu'il pourrait être utile de poursuivre la supercherie. Les agents sur le continent disaient à leur maître espion qu'ils étaient derrière les lignes alors que les Alliés se déplaçaient en France.
et ils envoyaient des renseignements sur les positions des troupes, combien de wagons allaient dans telle direction, etc. Tout était faux, mais les Allemands le croyaient. Les services secrets allemands ont cru ces agents jusqu'à la fin de la guerre. Un de ces agents doubles, Juan Pujol, un Espagnol connu sous le nom de Garbo, fut impliqué dans une des tricheries les plus significatives de l'invasion. Alors que les Alliés se dirigeaient vers la côte française, Garbo transmit un message avertissant les Allemands que l'invasion était imminente, mais que le débarquement de Normandie était une feinte destinée à y attirer les forces allemandes. Le message arriva trop tard pour permettre aux Allemands d'agir, mais sa réception renforça auprès de ses contrôleurs sa crédibilité déjà importante. Plus d'une semaine après le début du débarquement, la situation était toujours fragile. Hitler, inquiet des énormes quantités d'hommes et de matériel accostant en Normandie, demanda finalement à ses divisions de panzer, basées dans le Pas-de-Calais, de se joindre à la bataille. C'est alors que Garbo transmit un faux renseignement capital à son contact allemand, disant que la vraie invasion était encore à venir. À la réception du message, Hitler rappela ses unités de panzer. Après avoir stoppé et fait demi-tour, elles ne furent plus jamais envoyées en Normandie. La tête de plage avait été établie, il était trop tard. L'opération entière, représentant des années de travail, culmina grâce à un message clé. 10 jours après le début de l'invasion, il y avait plus de troupes ennemies dans le Pas-de-Calais qu'il n'y en avait 10 jours auparavant. Après la guerre, la récupération de certains documents prouva que le général Jodl, avec l'accord d'Hitler, avait stoppé la première division de Panzer SS sur les renseignements d'un espion de source sûre en Angleterre, dont le nom de code était Arabella. Nous le connaissions sous celui de Garbo. La bataille de Normandie fait rage. Les forces américaines ont créé un passage d'une côte à l'autre à travers la péninsule de Cherbourg. D'énormes quantités de chars, d'armements et de transports en tout genre continuent à traverser la Manche sans être inquiétés. Les libérateurs alliés traversèrent le mur de l'Atlantique et pénétrèrent à l'intérieur des terres. Plus de 9000 hommes furent tués ou blessés, mais à la fin de la semaine, plus de 250 000 avaient accosté. Les Alliés avaient pris pied en France. Ce fut le début de la fin de la guerre en Europe. Le succès et l'importance des opérations Bodyguard et Fortitude sont indiscutables. Des documents récupérés après la guerre ont prouvé que le haut commandement allemand avait cru, sinon tous, du moins une bonne partie des mensonges émis par les Alliés au sujet de l'invasion. Je pense que le plus grand succès des services secrets pendant la Deuxième Guerre mondiale fut le coup de bluff de l'opération qui couvrait le débarquement du jour J. Il faut comprendre que les Allemands anticipaient. Ils avaient exactement le même genre de jugement que les chefs militaires alliés. Ils savaient qu'une invasion aurait lieu, ils savaient vaguement quand, mais ils n'en connaissaient pas la cible. Sur les 300 divisions de la puissante Wehrmacht, seules 6 étaient en Normandie, le jour J, pour repousser le débarquement allié. Hitler avait d'énormes réserves qui, si elles avaient été affectées à la tête de plage en Normandie dès le premier jour, auraient, je le crains, stoppé l'armée d'Eisenhower. Nous n'aurions pu résister. Pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé si Hitler avait rassemblé la totalité de ses divisions sur le front de Normandie? Nous ne serions jamais passés. Moins d'un an après le jour J, la guerre qui avait étranglé l'Europe pendant 6 ans se termina. Ce n'est qu'en 1970, presque 30 ans après la reddition de l'Allemagne, que la vérité concernant Bodyguard et Fortitude commença lentement à émerger.
Une partie reste encore à découvrir, une autre ne sera jamais connue. Mais le sort du monde ayant été en équilibre instable, ces secrets et supercheries destinés à la cacher ont assuré aux Alliés une victoire qui a modifié l'histoire. Depuis les comités souterrains de Londres jusqu'aux plages de Normandie, ce fut bien plus que la vérité qui fut protégée par les gardes du corps du mensonge.